Madame, Monsieur, bonsoir. Le 19 juin dernier, le monde célébrait la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique grave qui continue de faire des ravages, notamment en Afrique et en Côte d'Ivoire. Cette journée a été l'occasion de rappeler l'urgence d'agir. C'est aussi le prétexte qui nous réunit ce soir pour ouvrir la discussion sur une réponse concrète, le projet DREPASSI. 3 ans après son lancement, quel est l'impact réel de ce projet? Quelles en sont les perspectives? Ce soir, nous recevons certains acteurs clés de ce programme et ils sont à la manœuvre et ils viennent nous partager leurs constats, leurs conclusions et les défis qui restent à relever. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être à votre magazine Le Débat. Nous recevons le professeur Kofi Gustave. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chef de service hématologie clinique. Exactement. Et vous êtes également le coordonnateur national du projet. Exactement. Merci d'être là ce soir. Je vous en prie. Professeur Lasme Guilao Evelyne, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Vous êtes pédiatre, chef du volet prise en charge des nouveau-nés dépistés. Vous êtes chef de service pédiatrie et néonatologie au CHU de Yopougon. Oui. Merci à vous. Merci. Docteur Soro Nandjuo. Docteur, bonsoir. Vous êtes médecin donc et vous êtes le point focal du projet DREPASSI. C'est ça. Et enfin, nous recevons le professeur Dassé Remual. Bonsoir, professeur. Alors, vous êtes chef de service immunologie et hématologie biologique. Et vous êtes également le chef du projet dépistage. Merci, mesdames, messieurs, d'être avec nous ce soir. Nous parlons donc de l'impact du projet DREPASSI sur le traitement de la drépanocytose en Côte d'Ivoire. Avant de donner la parole à nos différents invités, nous avons un élément de reportage pour ouvrir le débat et avoir un éclairage sur la réalité de la drépanocytose en Côte d'Ivoire entre les douleurs chroniques et le poids familial. C'est un reportage signé Kone Siaka. Maladie héréditaire du sang, la drépanocytose se caractérise par une anomalie de l'hémoglobine, protéine qui transporte l'oxygène dans notre corps. Chez les personnes atteintes, les globules rouges prennent une forme de fossile, d'où le nom drépanocytose. Ces globules rouges anormaux, fragiles et bloquent la circulation dans les petits vaisseaux, entraînant des douleurs aiguës. Les conséquences des crises drépanocytaires sont multiples, entre autres douleurs osseuses intenses, infections répétées, anémie chronique, fatigue permanente. Chez les enfants, les complications peuvent être graves, retard de croissance, AVC, atteinte des organes, voire décès précoce si la prise en charge n'est pas rapide. Un dépistage précoce permettrait d'agir. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, le diagnostic reste souvent tardif, faute d'informations ou de structures de santé équipées. Le traitement est encore palliatif, antalgique, antibiotique, transfusion sanguine, supplémentation en acide folique. Dans les cas les plus graves, une greffe de la moelle osseuse peut offrir une guérison, mais elle reste peu accessible et coûteuse. La drépanocytose appelle à une mobilisation collective, sensibilisation dans les écoles, dépistage néonatal systématique, accompagnement des familles, soutien psychologique. À cela s'ajoutent les actions des associations. Elles mènent un combat quotidien pour que la voix des drépanocytaires soit entendue. Docteur Kofi, alors c'est un résumé réaliste de l'état des lieux? Oui, c'est un résumé réaliste, c'est-à-dire que c'est la problématique de cette maladie, maladie très invalidante, l'obédience raciale noire, et qui malheureusement depuis 2008, où cette maladie a été reconnue comme un problème de santé publique, malheureusement aujourd'hui il y a très peu de moyens qui sont alloués, n'est-ce pas, à la prise en charge. Donc je pense que c'est un document qui est réaliste et qui montre bien la réalité de la prise en charge de la drépanocytose dans notre contexte. D'accord. Alors vous êtes chef du service hématologie clinique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'hématologie clinique, c'est une discipline médicale qui s'occupe des maladies du sang. Et ces maladies sont de 2 ordres. Nous avons des maladies bénignes, telles que la drépanocytose et l'hémophilie. Et puis les maladies cancéreuses, telles que les leucémies et les lymphomes. Voilà, donc c'est un peu voilà, le thème hématologie. D'accord. Alors, nous sommes avec également le professeur Lasme Guilao. Alors, vous êtes chef du service pédiatrie et néonatologie au CHU de Yopougon. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
La pédiatrie, c'est la branche de la médecine qui s'occupe des enfants, et des enfants de 0 à 15 ans. Et la néonatologie est spécifique pour les nouveau-nés, c'est-à-dire les enfants de 0 à 28 jours. Donc la pédiatrie est scindée en deux, la néonatologie de 0 à 28 jours et la pédiatrie de 1 mois jusqu'à 15 ans, des fois 18 ans. D'accord. Docteur Sereau, alors vous êtes le point focal donc, du projet, mais vous êtes également médecin. Quelle spécialité? Je suis médecin en cours de spécialisation en radiologie, D'accord. imagerie médicale. L'imagerie médicale. Oui. Très bien. Et le professeur Dassé, vous êtes chef du service immunologie et hématologie biologique. C'est ça. Dites-nous. Je parlerai plutôt de la biologie médicale, parce que l'immunologie, c'est vraiment pas le lieu. Ce qui est beaucoup plus connexe à notre débat d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus la biologie médicale. Biologie médicale, c'est un autre domaine, justement, qui soutient tout ce qui est spécialité clinique. En fait, c'est spécialité clinique, voilà, vous voyez. Donc, la biologie médicale utilise des outils de biologie pour soutenir, en termes de diagnostic, en termes de pronostic, d'accord, voilà, la clinique, voilà. D'accord. Très bien. Alors, c'est juste pour que notre public comprenne bien que nous avons nous avons ce quatuor donc, de personnalités du monde donc, de la médecine pour notre problématique de ce soir, qui est l'impact du projet DREPACY sur le traitement de la drépanocytose en Côte d'Ivoire. Professeur Kofi Gustave, dites-nous ce qu'est la drépanocytose et pourquoi est-ce que c'est un enjeu de santé publique? Eh bien, la drépanocytose, c'est une maladie génétique. Maladie génétique, c'est-à-dire qui se transmet de parents en fils. Et c'est une maladie qui date de très longtemps, depuis le siècle passé. 1905, première découverte par James Herix aux États-Unis. Et cette découverte-là, cette maladie qui part du continent noir africain, donc une maladie qui touche d'abord la race noire. Et puis progressivement, cette maladie s'est étendue dans le monde entier, notamment du fait des mouvements migratoires esclavagistes aux États-Unis, et puis du fait également des mouvements migratoires économiques, notamment au niveau de l'Europe, notamment l'Europe du Sud. Et cette maladie a créé d'énormes dégâts, avec une mortalité très importante. Environ 50 à 60% des enfants drépanocytaires meurent avant l'âge de 5 ans. Et donc ce problème s'est posé avec acuité dans le sens que, du fait, n'est-ce pas, de cette mortalité et cette morbidité élevée, il y a eu malheureusement un défaut, n'est-ce pas, de réponse sanitaire vis-à-vis, n'est-ce pas, de la maladie, qui a fait qu'à l'époque, il y a eu des combats qui ont été menés aux États-Unis, notamment par la communauté afro-américaine, Martin Luther King et Malcolm X, où on s'est rendu compte qu'en fait que les Africains noirs subissaient, n'est-ce pas, cette injustice vis-à-vis d'une maladie dévastatrice, et si bien que de plus on l'a considéré comme c'était une maladie négligée, peut-être parce que c'est une maladie qui sévit dans la race noire. Et donc, si bien qu'avec le temps, il fallait quand même que les différentes instances internationales puissent, n'est-ce pas, se pencher sur cette maladie. D'accord. Alors, docteur Las Meguilao, dites-nous pourquoi la race noire et puis pourquoi est-ce que c'est spécifiquement les nouveau-nés qui sont la préoccupation principale? La race noire, les études ont montré qu'il y avait peut-être une mutation due à l'environnement. C'est-à-dire, nous sommes dans les zones de paludisme et l'hémoglobine a muté pour pouvoir protéger la population noire contre le paludisme. C'est un peu ce qui est dit. Et la préoccupation du nouveau-né, c'est que le nouveau-né dépisté à temps peut être suivi et avoir une qualité de vie qui va augmenter l'espérance de vie de l'adulte. Parce que le professeur Kofi vient de vous dire que la mortalité des enfants de moins de 5 ans était très élevée. On ne sait pas que l'enfant est malade, il n'est pas suivi, il commence à avoir des pathologies qui nécessitent des hospitalisations, des transfusions, et malheureusement, le décès, parfois sans même qu'on sache pourquoi l'enfant est mort. Et souvent, on se dit que la famille est maudite, surtout quand ce sont des enfants qui sont SS. Toute une fratrie décède.
on se dit que souvent la mère est incriminée, c'est une mauvaise femme et tous ses enfants meurent. Donc il était très important de faire un dépistage néonatal en Afrique. Ce dépistage est réalisé dans les pays riches depuis très longtemps, mais il est très important qu'ici, nous puissions faire le dépistage pour vraiment améliorer la qualité de vie des drépanocytaires et allonger leur espérance de vie. Docteur Soro, quels sont les signes cliniques? Bon, les signes cliniques de la maladie, ça dépend surtout de l'âge. Très souvent, à partir de 6 mois, on peut avoir des crises avec des œdèmes au niveau du dos des mains ou bien du dos des pieds. Ou bien ce sont aussi des enfants qui seront très souvent anémiques. Voilà, maintenant, avec l'âge, après, il va y avoir l'apparition des crises douloureuses, des douleurs au niveau des os, des articulations. Et puis, c'est surtout ça, la crise douloureuse et puis aussi l'anémie. D'accord. Alors, professeur Dassé, dites-nous, est-ce que le dépistage est généralisé? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Alors, l'état des lieux, je veux dire, le dépistage, avant ce projet, c'était un peu une méthode parcellaire. C'est-à-dire qu'en fait, dans telle formation sanitaire, les signes d'appel font que le médecin demande. D'accord? Et à cette allure, on les prépare d'abord, savoir l'ampleur d'accord, de la maladie. D'accord? L'ampleur et naturellement la gravité. D'accord? Tout était individualisé. À la faveur donc, de ce projet Petit Pays, naturellement, aujourd'hui, on peut envisager un dépistage à l'échelle nationale. Ça, c'est le but, un des buts donc, de ce projet. Et grâce au professeur Kofi, dans ce projet, on a pu mettre en place, d'accord, en attendant naturellement que ça soit validé, un plan stratégique. Voilà. Qui comprend naturellement ce volet dépistage au plan national. D'accord. Alors, il faut préciser tout de suite qu'il y a un avantage, justement, qui se dégage là. Plus tôt on dépiste, mieux c'est, comme a dit le professeur Lassme. D'accord? Avec une bonne qualité de vie de l'enfant. Ça, clairement, c'est démontré. L'autre aspect qu'il faut savoir, c'est que les outils qu'on doit utiliser, ce sont des outils au plan, je veux dire, santé publique, répondent clairement aux critères. D'accord? Moins cher, facilement utilisable, ces tests-là. D'accord? Donc, il faut juste que ces plans soient, je veux dire, validés et que ça soit pris en compte. Ça sera pris en compte. Voilà. Alors, tout à l'heure, le professeur Lassme Guilao nous parlait donc des nouveau-nés, mais quand on pense aux adultes, et puis quand on pense à ce qu'elle nous disait en ce qui concernait les signes cliniques, on a envie de demander, est-ce que sans dépistage, la personne ne peut pas réaliser que elle est en souffrance et que c'est de la drépanocytose, par exemple, et puis quelle est l'espérance de vie lorsque ce n'est pas dépisté, parce qu'on a bien compris que beaucoup de personnes vivent avec sans savoir ce que c'est. Effectivement, ce qui est important de savoir, c'est que pour savoir qu'on est drépanocytaire, il faut se faire dépister. Maintenant, oui, il faut se faire dépister. Mais néanmoins, quand même, il y a quand même des symptômes, des signes qui sont quand même spécifiques de la drépanocytose. La douleur de la drépanocytose, c'est une douleur qui est particulière. C'est-à-dire qu'elle se singularise par rapport aux autres douleurs. Et comme on le disait tout le temps, c'est lorsqu'on déclare qu'elle a cessé de la douleur, c'est une douleur qu'on peut le reconnaître même au téléphone. On peut se rendre compte que la douleur qu'on décrit est une douleur qui fait penser à une drépanocytose, parce qu'il y a des spécificités. D'abord, c'est une douleur. Lorsqu'on découvre un adulte qui s'est plein de douleurs, il va vous dire que ces douleurs-là, je les ai depuis l'enfance. Donc, la notion de douleur qui remonte à l'enfance ramène, n'est-ce pas, à une maladie héréditaire. Et il va vous dire que ces douleurs sont épisodiques. C'est-à-dire que lorsque ces douleurs apparaissent, elles finissent par disparaître pour réapparaître de nouveau. Et ces douleurs sont déclenchées par des facteurs qui sont connus, notamment le froid, surtout le froid de la saison des pluies, l'effort physique intense et prolongé, la déshydratation, et puis la haute altitude, notamment le manque d'oxygène. Donc ce sont des signes qui déclenchent la douleur. Mais lorsqu'on n'est pas exposé à ces symptômes-là, la douleur disparaît. Donc ce sont des spécificités. Et on sait aussi également que le siège de la douleur varie en fonction de l'âge. Chez l'enfant, la douleur siège au niveau du dos des mains et du dos des pieds, qu'on appelle le syndrome pied-main.
Chez le jeune enfant, la douleur est abdominale au niveau du ventre, et puis chez l'adolescent, chez l'adulte, ce sont les douleurs ostéo-articulaires. Donc ces caractéristiques sont des caractéristiques qui sont vraiment très spécifiques de la drépanocytose, si bien que même si ce n'est pas fait dépister, mais lorsqu'il vient qu'on décrit ces caractéristiques, on sait que vraiment c'est une douleur qui est liée à la drépanocytose. D'accord. Mais pour dire que les drépanocytaires, il faut se faire dépister. Alors, dans nos recherches, on a bien compris qu'il y avait un facteur culturel qui favorisait justement la drépanocytose, notamment la consanguinité. Vous pouvez nous en dire un peu plus, docteur Lasme Guilao? C'est une maladie génétique. Donc, qui dit maladie génétique dit transmission par le sang. Transmission, enfin, par les chromosomes, par le gène. Si vous avez le gène et que vous vous mariez avec quelqu'un qui a également le gène, mais qui n'est pas malade, c'est-à-dire qui ne manifeste pas des signes, vous avez, je ne dirais pas des chances, mais vous avez un risque de faire un enfant qui sera malade. Et souvent, c'est au décours de la maladie de l'enfant. On se rend compte d'un enfant qui naît, qui est anémié, qui commence à avoir des douleurs, qui a un retard de croissance, qui est ictérique, qui a ce qu'on appelle une splénomégalie, qui a un ventre qui grossit avec une boule, comme disent les parents, il y a une boule dans le ventre de mon enfant. Le pédiatre est amené à faire le diagnostic, donc le dépistage. Généralement, ce sont des enfants qui ont déjà plus de 6 mois, entre 6 mois, 1 an et parfois même 2 ans. C'est ce qu'on appelle des diagnostics fortuits. On dit, bon, qu'est-ce qui se passe? On lui fait un examen et on se rend compte qu'il est drépanocytaire. Et à ce moment-là, il faut expliquer aux parents que votre enfant a une maladie génétique. Donc, qui dit maladie génétique, ça veut dire que c'est les 2 parents qui ont donné à l'enfant la forme majeure, parce que un parent peut être, ne pas être porteur, être normal, et puis l'autre est porteur, et ça fait un enfant qui sera comme un des 2 parents. Là, le problème ne se pose pas trop. Mais lorsque les 2 parents sont porteurs et qu'ils font un enfant, comme on dit, homozygote, qui a le double trait, c'est un enfant qui sera malade. Et il faut vraiment soutenir les parents, il faut leur expliquer, parce que des fois, les parents n'acceptent pas le diagnostic. Mais est-ce qu'on en guérit? Non, on n'en guérit pas. On vit avec? On vit avec pour la plupart du temps, sauf si on arrive à faire des greffes de moelle osseuse. Là, on peut guérir. D'accord. Sinon, le drépanocytaire vit avec sa maladie. Et quelle est l'espérance de vie? On a dit pour les enfants, l'espérance de vie était de 5 ans, quand ils ne sont pas suivis. Mais on a des adultes qui ont vécu jusqu'à 80 ans. D'où l'intérêt, Sinon, donc... voilà, d'où l'intérêt d'être dépisté et d'être suivi. Justement. D'accord. Alors, vous, docteur Soro, vous êtes le point, vous avez été ou vous l'êtes toujours le point focal donc, du projet de Drépacy, et vous avez mené beaucoup d'actions terrain. Alors, si vous deviez cartographier un peu la Côte d'Ivoire, est-ce que par région, selon les us et coutumes, par exemple, où on se marie en famille, par exemple, est-ce que vous avez constaté que malheureusement, dans ces régions-là, il y avait plus de drépanocytaires qui s'ignoraient? Oui, effectivement, après les statistiques des données qu'on a reçues, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de patients drépanocytaires chez les nordistes, justement à cause des mariages consanguins. On trouvait beaucoup de patients drépanocytaires au niveau du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était surtout là-bas. C'était surtout là-bas. Mais avec le brassage, on peut retrouver aussi des traits chez d'autres personnes, mais c'est beaucoup plus axé au niveau des patients nordistes. D'accord. Alors, professeur Dassé, est-ce qu'on parle à peu près de 12% de la population qui serait drépanocytaire? Il faut justement rectifier. Oui, pas drépanocytaire, porteur du trait. Porteur du trait. D'accord. Porteur du trait, on est parti naturellement de ces 12% pour arriver aujourd'hui genre 14% à travers cette étude de la population qui porte le trait. D'accord. Je pense qu'il faut consolider le chiffre des 3% pour celui pour la population fait la maladie. D'accord. Voilà un peu. Pour compléter un peu ce que le docteur Soro a dit, il y a des articles que j'ai lus récemment sur la distribution d'accord, du trait d'accord, selon les régions. Alors, au nord, on a pratiquement 25%, c'est-à-dire Oulango, Malinké, les Akans, c'est 8,8 à peu près. Voilà.
Ça, clairement, et c'est naturellement, comme a dit les autres, naturellement, ça s'explique par cette endogamie, hein, dans son type familial, c'est-à-dire constant d'unité. D'accord? Voilà. Où la tare est d'abord entretenue, transmise à l'intérieur. Voilà un peu. Et ça, culturellement, comme vous l'avez dit, il y a naturellement certaines aires culturelles qui pratiquent cela. Voilà. Qui a son avantage, certes, mais l'inconvénient majeur dans les maladies transmissibles, génétiquement transmissibles, ça, c'est prouvé. Parlons de formation personnelle de santé. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Quel est l'état des lieux? Est-ce que le personnel de santé est formé pour détecter, dépister ou orienter, rassurer, encadrer Oui. la personne porteuse du trait? D'accord. Alors, ce projet, à la faveur de ce projet, on a eu vraiment une activité intense, hein, sur le volet formation. Je voudrais bien laisser la parole pour ce projet. On était sur l'état des lieux, on n'était pas encore dans le projet qui va faire la deuxième grande partie. d'accord. Alors, l'état des lieux, quel était le constat? Oui, jusqu'avant ce projet, en termes de formation des bases, dans les curricula, on n'avait pas encore un module, d'accord, sur la drépanocytose, clairement. C'est en fait la maquette définissait dans l'hématologie tout ce qui est pathologie de façon générale, d'accord. Voilà. Pour ce qui concerne la formation continue, bon, à ma connaissance, il n'y avait pas encore là une organisation formelle, d'accord. C'est d'ailleurs un des éléments clés, hein, qui montre vraiment la mauvaise prise en charge, l'insuffisance de prise en charge sur le terrain. Et ça nous a alertés. D'accord? C'est pour cela, d'ailleurs, hein, ça a été mis dans ce projet-là. Voilà. D'accord. Alors, professeur Kofi Gustave, dites-nous, est-ce que pour résumer, est-ce que nous avons bien compris, ça veut dire qu'idéalement, il faudrait qu'il y ait des tests de dépistage avant de se mettre en couple. C'est-à-dire avoir suffisamment de recul et de sang-froid pour se dire, j'aime cette personne-là, on est ensemble, je suis amoureuse, ou il est amoureux, mais il faudrait qu'on puisse être comment dire, quels sont les termes médicaux? Être compatible, c'est ça, être compatible. Alors, quand on ne l'est pas, malheureusement, ou quand on a le réflexe d'essayer de faire le test, quand on ne l'est pas, on évite de faire des enfants ou on peut faire des enfants. Ok, c'est bien. Je pense que c'est une notion importante. Cette maladie génétique, comme on le dit, le seul espoir de guérison, c'est la greffe de moelle osseuse et la thérapie génique, qui sont des techniques hors de portée en termes de coût et en termes de technologie. On est dans les 100 millions Voilà, dans environ 100 millions de francs CFA pour la greffe de moelle osseuse. Et donc, vous voyez que c'est difficile. Donc, à défaut d'avoir les moyens pour faire une greffe de moelle osseuse, on peut prévenir cette maladie génétique, mais qui peut être prévenue grâce au dépistage. C'est-à-dire que dépister systématiquement et puis éviter, lorsqu'on peut, l'union de couples à risque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un couple à risque? Un couple à risque, c'est un couple dont les deux sont porteurs du trait. C'est-à-dire qu'ils sont AS, une moitié de l'hémoglobine qui est anormale et une autre moitié qui est normale. Donc, ces couples-là ne présentent pas les symptômes de la maladie. Ils s'ignorent souvent malades. Et c'est lorsque l'enfant naît que l'enfant leur fait révéler leur statut. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on part sur le principe que, pour éviter, n'est-ce pas, la dissémination de la maladie, on peut déjà agir sur la sensibilisation des couples à risque. Donc, il faut qu'ils se fassent dépister. Maintenant, s'ils n'ont pas pu se faire dépister ou qu'ils ont ignoré les statuts, et que même si après, ils se rendent compte qu'ils sont tous des porteurs du trait, ils ont déjà franchi le pas, ils sont déjà mariés, eh bien, ils ont aussi la possibilité d'avoir des enfants non drépanocytaires. C'est-à-dire du fait du hasard, notamment du mode de transmission. Du hasard, en fait. Voilà, parce que 25% de chances d'avoir des enfants non drépanocytaires et 25% de risque d'avoir des enfants drépanocytaires. Mais au-delà de 50%, les 50%, c'est les porteurs du trait. Ils ont le même profil que les parents. Maintenant, s'ils veulent, n'est-ce pas, contrôler la naissance de l'enfant, il y a des techniques qui peuvent le faire par l'accouchement in vitro, qui consiste, n'est-ce pas, à sélectionner, n'est-ce pas, les gamètes sains, et puis par un accouchement in vitro au niveau des éprouvettes,
on peut déjà programmer, n'est-ce pas, la naissance d'un enfant non drépanocytaire. Alors ça donne de l'espoir parce que beaucoup de personnes qui nous suivent découvrent peut-être beaucoup de choses. Mais alors juste avant de passer à l'essence même de ce projet, donc, Dr Las Mugilao, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est, les gens sont déjà en couple, la dame est enceinte, elle nous regarde, donc qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse immédiatement, par exemple, pendant la grossesse, à l'accouchement, quand le bébé est nouveau-né, et puis qu'est-ce qu'il faut faire succinctement? Bon, un couple qui est déjà marié, avec un enfant à venir, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de possibilité. Il faut mettre au monde cet enfant. Et lorsqu'on met au monde cet enfant, il faut pouvoir le dépister très tôt. Et lorsque cet enfant est dépisté et qu'il est considéré comme majeur, c'est-à-dire drépanocytaire majeur SS, il sera pris en charge déjà avec de l'acide folique. Donc on lui donne des médicaments et puis on le suit. En dehors de ça, on fait des bilans, on vérifie qu'il n'est pas anémié, on lui donne de l'acide folique, et puis c'est tout. Donc ça veut dire que son espérance de vie va être tout à fait ordinaire, comme quelqu'un qui n'aurait pas donc... Tant qu'il est suivi. Tant qu'il est suivi. Son espérance de vie sera très bonne. Il est suivi, c'est-à-dire les parents sont éduqués pour éviter les facteurs déclenchants de la crise, avoir une bonne alimentation, être dans un bon cadre et tout, prendre ses médicaments. Normalement, l'enfant ne doit pas avoir de problème. Juste avant de fermer cette première étape qui est donc l'environnement, donc l'état des lieux, les parents qui nous écoutent ce soir, qui ont un enfant, ou bien qui se posent même la question, ne savent même pas s'ils le sont ou pas eux-mêmes, qui ont déjà 2 ou 3 enfants, des enfants, disons, de 3 ans, et puis l'aîné à 14-15 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent toujours se dépister? Oui. Dès le moment où on a ce qu'on appelle un cas princeps, on a un enfant, un cas index, un enfant qui est drépanocytaire, on est tenu de faire le dépistage de toute la famille. D'accord. Donc une fois, moi j'ai eu un enfant dont les parents estimaient qu'il n'était pas suffisamment grand. On fait le test, on découvre qu'il est drépanocytaire. On fait le test de toute la famille et des parents. En fait, ça venait du père. Mais le père n'a jamais su. Il n'avait pas les symptômes. Non, il n'avait pas les symptômes puisqu'il était AS. Et l'enfant aussi était AS, mais avec un pourcentage de S assez important qui avait quand même commencé à impacter sa croissance. D'accord. Alors, nous allons à présent aborder la deuxième partie donc, de cette émission qui nous parle en long et en large du projet Drépassi. Mais juste avant, nous avons un élément de reportage. 3 ans après son lancement, que retenir concrètement du projet Drépassi sur le terrain? C'est un reportage signé Ahmed Traoré. Il revient sur les principales avancées et les défis rencontrés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la drépanocytose est la première maladie génétique au monde. En Côte d'Ivoire, 12% de la population est porteuse de la maladie. À cet effet, les partenaires et le ministère de la Santé ont fait le bilan des actions menées en Côte d'Ivoire durant ces 3 années. Cas du projet Drépassi d'un coût global de 2 400 000 €. Les enfants des 0 à 1 an et les femmes enceintes ont bénéficié de dépistage. Environ 10 000 personnes étaient visées, nouveau-nés et femmes enceintes notamment. L'Institut national d'hygiène publique, les CHU d'Angré et de Boaké et le centre Béargo de Yopougon ont été les 4 centres de prise en charge, avec un taux de consultation de 21,74%. Il y a également la formation continue et la formation initiale dans les villes d'Abidjan et de Boaké. Pour ce qui est du renforcement des capacités, les centres ont bénéficié de dons en matériel. Achat de réfrigérateurs, de glacières, de dépliers fœtales, de boîtes de chirurgie, de meubles de rangement, de pièces bébés et glissomètres, etc. La sensibilisation durant les 3 années a atteint 4 640 personnes avec une sensibilisation au contact des personnes du corps médical, des visiteurs, des centres et des médias. Alors, nous sommes de retour en studio. Professeur Kofi Gustave, dites-nous,
Que disent les chiffres du projet aujourd'hui? Alors, les chiffres du projet, je pense que ce serait intéressant déjà d'abord de situer le rationnel du projet, c'est-à-dire que pourquoi un tel projet dans notre pays. Alors, on le dit aujourd'hui, la drépanocytose est reconnue comme un problème de santé publique depuis 2008. Et lors de cette reconnaissance internationale, l'OMS et l'UNESCO et les Nations Unies ont estimé que les pays qui avaient des taux de prévalence au-dessus de 10% devaient appliquer des résolutions. Il y avait 3 types de résolutions importantes. Il fallait absolument que ces pays appliquent le dépistage néonatal systématique. Il fallait qu'il y ait un centre dédié, n'est-ce pas, à la prise en charge des patients dépistés. Et puis, il fallait qu'il y ait un programme national dédié. Et donc, à l'occasion, n'est-ce pas, de contacts pris de part et d'autre, grâce à des partenaires techniques tels que la Fondation Pierre Fabre, l'Agence française de développement, et puis grâce, n'est-ce pas, à l'appui du ministre de la Santé, le ministre Pierre Demba, il y a eu une signature d'un accord tripartite pour permettre à ce que ce projet appelé projet multi-pays, qui est un projet qui fédérait 4 pays de l'Afrique, notamment 3 pays d'Afrique centrale, notamment la RDC, le Cameroun et la Centrafrique, et la Côte d'Ivoire, qui était le seul pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un projet... Pourquoi ce projet est sur ces 4 pays-là, spécifiquement? Alors, pourquoi ces pays sur ces 4 pays? Parce que ce sont des pays où vraiment la demande était forte. Parce que justement, c'était des pays qui n'avaient pas encore implémenté des programmes spécifiques de prise en charge. Et donc, il fallait pour ces partenaires techniques de mettre en place des programmes pilotes pour faire en sorte qu'au terme de ces programmes-là, il y ait une pérennisation, n'est-ce pas, des activités par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est sur cette base-là que nous avons pu mettre en place ce projet-là. Alors, 3 ans après ce projet, il y a eu quand même un bond vraiment qualitatif en ce qui concerne les objectifs qui étaient affiliés à ce projet-là. Nous avions 5 objectifs principaux. Le premier, il s'agissait de faire le dépistage néonatal. Et le dépistage néonatal, je pense que le professeur Dassé aura l'occasion, n'est-ce pas, de donner des chiffres sur les données qui ont été réalisées au cours de ce dépistage, mais tout en rappelant que la notion de dépistage néonatal, c'est une notion qui a été appliquée dans les années 80 aux États-Unis et qui a permis, n'est-ce pas, de réduire de façon drastique la mortalité et la morbidité des enfants drépanocytaires. Et si bien qu'on a pu inculquer, n'est-ce pas, aux enfants du bas âge, depuis l'école primaire, que lorsqu'ils grandissent, il ne fallait pas qu'ils rencontrent, n'est-ce pas, les sujets qui sont porteurs du trait AS. Et donc, c'est le volet dépistage, c'était un élément important. Et comme le professeur Lass l'a dit, plus tôt on dépiste, mieux on améliore l'espérance de vie des patients drépanocytaires. Deuxième élément du projet, c'était la sensibilisation. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser les gens à se faire dépister. Une fois que les gens sont sensibilisés, ça fait que lorsqu'on a un projet de mariage, un projet d'union, on réfléchit plusieurs fois d'abord avant de choisir sa partenaire pour éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait l'union des couples à risque. Et le troisième élément du projet... Je vous interromps à ce niveau-là. Oui. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez eu des cas où les personnes ont renoncé à se marier, à sortir ensemble parce qu'on leur a dit que le risque était très élevé? Oui, parce qu'on sait les effets que cela provoque. Les jeunes couples qui sont mariés, qui ont des enfants drépanocytaires, eh bien, les conséquences sont dévastatrices pour le couple, avec des cas de divorce. Donc, il y a eu des cas comme ça où les gens ont préféré, n'est-ce pas, s'abstenir. Le troisième élément du projet, c'était la formation. Et la formation continue, la formation initiale et le renforcement des capacités. Voilà. Et le quatrième élément du projet, c'était la prise en charge des malades dépistés. Voilà. Et enfin, le dernier élément du projet, c'était, n'est-ce pas, le plaidoyer. Le plaidoyer avait pour but d'amener, n'est-ce pas, les partenaires, notamment l'État de Côte d'Ivoire, à nous aider à mettre en place le plan stratégique national et les directives nationales. Et c'est ce qui a été fait grâce, n'est-ce pas, à l'appui, n'est-ce pas, du ministre de la Santé. Nous avons pu avoir, pour la première fois, grâce à ce projet, un plan national stratégique pour la lutte contre la drépanocytose. Alors, c'est un programme qui s'est étendu sur 3 ans. Quelles ont été les zones de déploiement de ce programme? Alors, les zones, nous avons eu quand même des partenaires techniques et des partenaires associés. Nous avions choisi, n'est-ce pas, de débuter dans les centres de santé périphériques. Parce que vous savez que pour respecter la pyramide sanitaire, il fallait déjà, parce que c'est dans ces centres-là que le plus souvent, on réussit à dépister facilement. Donc, nous avons utilisé 5 maternités, notamment une maternité à Boaké, qui est la maternité Coco de Boaké. À Abidjan, nous avions la maternité Baba de Benjerville, la maternité de Koumansi, le Koumansi Pangolin, Blocos. Nous avons également nous avons fait Biago, le centre Biago, et pour les 2 CHU, le CHU de Cocody et le CHU d'Angré. Donc c'est dans ces différents centres-là que nous avons mis l'accent sur le dépistage et sur également la prise en charge.
Je pense que le docteur Soro, qui était sur le terrain, aura l'occasion, n'est-ce pas, de vous donner plus de détails. Alors, pour l'instant, je m'adresse au projet-là. professeur Lasme Guilao. Alors, les structures pédiatriques, comment ont-elles été soutenues? Les structures pédiatriques qui ont été soutenues dans le cadre du projet ont été d'abord équipées, hein, comme le reportage l'a dit, équipées en matériel de dépistage, équipées en matériel de conservation, parce qu'il fallait des placards, il fallait des réfrigérateurs et tout ça. Et puis, le personnel a été formé. Étant donné que c'est le dépistage et que c'est je ne dirais pas la première fois, mais ce n'était pas commun en Côte d'Ivoire, il fallait former le personnel à l'utilisation des différents outils, former le personnel à piquer les enfants pour pouvoir récolter le sang qui va permettre d'avoir un résultat. Donc c'était pas évident, surtout que pour les nouveau-nés, c'est pas évident de piquer un nouveau-né, c'est souvent des gens qui sont des spécialistes. Ça a été difficile au départ. Et finalement, lorsque ce sont des enfants qui sont dans des structures hospitalières, c'était plus facile de piquer ces enfants de 1 kg, 2 kg, 3 kg pour avoir le sang. Et c'est vraiment à ce moment-là que le projet a véritablement démarré. D'accord. Alors, pouvez-nous parler un peu de la logistique sur le terrain? Oui, comme le professeur a dit, on a d'abord commencé par organiser des séances de formation pour le personnel médical pour pouvoir faire les dépistages avec le matériel et tests rapides et aussi à l'utilisation des tests de confirmation. Et en plus de ça, on a aussi fait des campagnes de sensibilisation parce qu'on s'est rendu compte aussi que la plupart du personnel médical n'était pas vraiment informé aussi sur la question de la drépanocytose. Donc, on a aussi, dans le cadre de ces formations-là, organisé des sensibilisations pour faire connaître la maladie, de sorte à ce qu'ils puissent être des relais par rapport à leurs patients. Et en plus de ça aussi, en fonction de la conservation des échantillons, on a aussi remis des réfrigérateurs pour pouvoir conserver les différents échantillons qu'on passait à chaque fois à récupérer pour les tests de confirmation. Et en plus de ça aussi, en fonction des besoins qu'a exprimé les différents centres, on a eu à faire des dons comme des glucomètres, des boîtes, des placards, des meubles de rangement, des boîtes de rangement et tout, des tensiomètres, un peu de tout. C'était franchement au niveau du besoin des différents centres avec lesquels on travaillait. Quel a été le comportement et l'acceptation des choses des populations? Bon, au départ, c'était pas vraiment facile parce que, comme on le dit, la maladie n'est pas encore vraiment connue de tous. Donc, quand on parle de drépanocytose, en général, c'est quelque chose qui est banalisé. C'est surtout les personnes qui sont porteurs du trait de la maladie ou bien qui ont un parent drépanocytaire qui savait vraiment c'était quoi l'impact. Donc, au début, c'était un peu difficile, mais avec le temps, quand on a eu le temps d'expliquer, à chaque fois de revenir, refaire des formations et tout, on a commencé à avoir des acceptations autant au niveau du personnel que de la population. D'accord. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a plus de sexe masculin que de sexe féminin. Ça n'a rien à voir. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il n'y a pas d'incidence. Non, c'est beaucoup pas plus en fonction des régions dont on a parlé. Voilà. Dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Professeur Dassé, dites-nous combien de centres ont été ouverts et puis combien de personnes dépistées dans le cadre du projet? Il faut dire qu'en termes d'objectifs dès le départ, on était parti avec un calcul qui tient compte de la prévalence factuelle. On était parti naturellement avec 8500 nouveau-nés, 1500 voilà. Donc en termes de méthodologie, deux méthodologies. Naturellement, la méthodologie d'enrôlement systématique. D'accord, systématique, tout venant sans a priori. D'accord, la femme qui vient, l'enfant qui naît, on l'enrôle en même temps. L'autre, ce n'est pas, c'est-à-dire que autant cette méthode est populationnelle, l'autre est beaucoup plus ciblée, c'est-à-dire celui qui a un facteur qui est suspecté. Ça, c'était autre chose. Alors, au finish, on a eu pratiquement près de 8600, d'accord, nouveau-nés qui ont été, d'accord, qui ont été enrôlés, qui ont été dépistés. D'accord. Avec les tests
test de dépistage, naturellement. Le test de dépistage, en termes de santé publique, c'est un test qui doit ratisser large. D'accord? Et donc, ça nous a permis de prendre le maximum. OK? Ceux qui étaient, donc, qui portaient le train, d'accord, à ce stade-là déjà, étaient versés dans la confirmation. Une confirmation qui est un test qui a beaucoup plus de spécificité, d'accord, pour faire le diagnostic. Et on a choisi bon, pas fait de la publicité, mais bon, c'était un test aux méthodes capillaires, d'accord, qu'on a utilisé, d'autres naturellement. Voilà. Sur les 8000, quelle proportion d'enfants concernés D'enfants qui portaient le train. Bon, il faut noter, je crois que je vais C'était 115 au thème du oui, mais en termes de pourcentage. Je balance environ 13%. Voilà, c'était ça. C'était 13%. Voilà un peu. D'accord. Vous voulez la question, je n'ai pas bien saisi. Non, je disais, combien de centres vous avez ouverts? Oui. Donc, en termes de centres, on a sélectionné finalement 7. D'accord. Il y a Boaké, Koko, d'accord, Béago, ici à Abidjan, le Koumassi, Koumassi angolais. Oui. Il y a eu Locos, il y a eu Bagba à Bingerville, Angré et puis Bokodi. Donc c'est un projet pilote, c'est resté essentiellement sur Abidjan et alentour. Oui, au finish, l'objectif étant ça à tous les centres, à tout le pays, d'accord, dans le cadre d'un programme, d'accord, voilà. Mais pour cette première partie donc, de ce projet-là, c'était essentiellement le projet pilote sur Abidjan. Abidjan, ok. Ok, d'accord. Oui. D'accord. Alors, on va parler de coûts, parce que il y a une prise en charge certaine dans le cadre du projet, mais qu'est-ce que ça coûte de se faire dépister? Qu'est-ce que ça coûte de se faire traiter, de se faire suivre? Alors, c'est aussi là le problème qui se pose, parce que, comme on le dit, les 2/3 des patients drépanocytaires sont situés en Afrique au sud du Sahara. On sait qu'en Afrique, au sud-sahara, la population, près de 80% des enfants des drépanocytaires ont un niveau de revenu qui est quand même faible. Et donc, si bien que ça pose un problème réel. On sait par exemple, à titre d'exemple, nous avons pu chiffrer un peu l'idée d'une enveloppe mensuelle de prise en charge des drépanocytaires qui est de l'ordre de 30 000 francs CFA. Alors imaginez-vous une famille qui a au moins 3 ou 4 enfants drépanocytaires. Dans le mois, vous voyez, au cours de l'année, c'est quand même excessif. Tout à fait. Alors, donc, aujourd'hui, la stratégie, c'est de faire en sorte de pouvoir quand même lutter contre ce fardeau-là, qui pèse sur les différentes familles qui sont concernées par la maladie. Et si bien que l'OMS a commencé à réfléchir à ça, dans le cadre d'un programme qu'on appelle le programme PEN+, qui consiste, n'est-ce pas, à faire en sorte de combiner, n'est-ce pas, chez les enfants de moins de 5 ans, en plus des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 1, de la drépanocytose et d'autres maladies, faire en sorte qu'il y ait, n'est-ce pas, une prise en charge spécifique des enfants de moins de 5 ans. Ici, nous faisons un plaidoyer auprès de l'État de Côte d'Ivoire. On va y arriver. Pour qu'on puisse, n'est-ce pas, faire en sorte que ces enfants qui ont moins de 5 ans puissent, n'est-ce pas, bénéficier du paquet minimum d'activité. D'accord, donc on retient que c'est à peu près 30 000 francs. 30 000 francs CFA. Et puis on va dire c'est à vie. On vit avec. C'est à vie, oui, à vie, effectivement. Donc on vit avec. Maintenant, quel a été... est-ce que vous avez senti le rôle des ONG, par exemple, pendant toute cette période-là? Bon, il faut dire que les ONG, on a pas mal d'ONG qui sont très actifs dans le domaine de la drépanocytose et qui œuvrent dans la prise en charge, dans le diagnostic, la prise en charge et la sensibilisation. Mais dans le cadre de ce projet, on avait quand même des réunions avec les ONG, mais c'est un projet qui est pris en charge par la Fondation Pierre Fabre. Oui. Donc c'est pas un projet qui est financé par une ONG. C'est vraiment la Fondation Pierre Fabre qui était le principal bailleur. D'accord. Et donc, pendant toute cette période-là, les soins étaient pris en charge? Les soins sont pris en charge Ce par la Fondation. Est arrivé à terme? Le projet est arrivé à terme. Donc, les consultations étaient payées par la Fondation. Les médicaments étaient également distribués par la Fondation et le bilan initial, ainsi que le bilan de suivi, était
financé entièrement par la Fondation Kirfa. D'accord. Alors, professeur Dassé, aujourd'hui, le projet est terminé. Les personnes, par définition, on vit avec. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, au moment où on parle? Non, mais ceux qui ont été dépistés, naturellement, qui sont malades, ils se font suivre, pas dans le cadre du projet, naturellement, mais bon, dans les structures d'habitude, comme d'habitude. D'accord. Les adultes dans les services cliniques, hématologie, d'accord. Voilà, qui sont les services de référence. D'accord. Alors, on va parler de l'ancrage communautaire. Je vais m'adresser donc à vous. Et vous allez nous dire, en ce qui concerne, est-ce que vous avez senti qu'il y avait des relais communautaires? Est-ce que vous avez, ça c'est un volet, et l'autre volet, est-ce que vous avez également senti cette volonté des populations locales de pouvoir donner l'information et puis essayer à leur niveau également de galvaniser et mobiliser les populations? Oui, au niveau de nos activités du terrain, on a constaté qu'il y avait vraiment un engouement de la population et aussi du personnel médical. Pour la plupart, il y avait certaines personnes qui nous approchaient pour demander à travailler avec nous pour pouvoir faire le relais ensuite avec la population. Mais malheureusement, au cours de l'activité du projet DREPA-ICI, pour une question de planning et puis de mise en place, ça n'a pas pu se faire de façon officielle. Mais par contre, à chaque fois qu'on partait faire une campagne de sensibilisation dans un centre, on avait des personnes qui s'approchaient de nous, qui recevaient une petite formation sur ça et qui se chargeaient, même séance tenante là, de faire le relais au niveau des populations. Et puis c'était aussi l'un des objectifs des campagnes de sensibilisation, de faire en sorte que les personnes sensibilisées ces jours-là puissent être des relais auprès de leur entourage et aussi même de leur famille pour leur dire qu'il est important de faire le dépistage. Et aussi on leur distribuait des gadgets, des flyers, des informations sur lesquelles ils pouvaient se baser pour pouvoir relayer ensuite l'information, mais c'était surtout au niveau de leur entourage. D'accord. Professeur Kofi, quelle est l'implication des autorités ivoiriennes? Alors, je pense que l'implication des autorités ivoiriennes a beaucoup évolué. Je pense que par rapport... Parce que lorsqu'on tient compte, n'est-ce pas, de l'existant, et puis, n'est-ce pas, de ce qui se passe actuellement. Je crois qu'avant, c'était difficile, mais de plus en plus, avec ces nouvelles autorités dans le domaine de la santé, l'implication est vraiment très notée, très notable, parce que, pour tout dire, pour qu'on puisse implémenter un tel projet, il faut quand même que les conditions vraiment s'y prêtent. Et donc, nous avions été reçus par le ministre Pierre Demba à plusieurs reprises avant le début du projet, qui a donné son quitus et qui a permis à ce que, n'est-ce pas, ce projet puisse se mettre en place. Nous avons eu, n'est-ce pas, des décisions qui ont été fortes, notamment la notion du plan national stratégique aujourd'hui qui est sur la table du ministre, qui, dans très peu de temps, fera l'objet, n'est-ce pas, d'une signature, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, implémenter ce projet-là. Parce que l'objectif, n'est-ce pas, de ce projet pilote, c'est de discuter de la faisabilité du projet. Et on s'est rendu compte que ce projet est faisable. On s'est rendu compte qu'on pouvait renforcer les capacités. Et donc, quand les partenaires techniques s'en vont, comment est-ce qu'on pérennise, n'est-ce pas, l'activité? Et je pense qu'il y a eu des déclarations fortes dans le but, n'est-ce pas, de soutenir une telle activité. Et donc, je pense que nous sommes quand même soutenus par les autorités, en espérant que... Mais ce qu'on aimerait comprendre, c'est dès l'instant où, on l'a dit depuis le début de cette émission, c'est un problème de santé publique. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'en amont, vous ne nous parlez pas d'abord de ce que fait donc, le ministère de la Santé avant de nous parler de partenaires? Oui, en fait, pour vous dire, la drépanocytose est incluse dans le programme des maladies non transmissibles. C'est un vaste programme, vraiment, qui renferme le diabète, l'hypertension artérielle, toutes les maladies métaboliques. Et vous voyez que c'est un vaste projet, mais il n'y a pas un fonds alloué à la drépanocytose en tant que telle. Donc, il n'y a pas de budget alloué à ça. Et aujourd'hui, nous nous battons pour que vraiment il puisse avoir, n'est-ce pas, un fonds significatif pour permettre à ce que le programme qui est dirigé par mon ami et frère, le docteur Adoueni, puisse, n'est-ce pas, dérouler une telle activité. Et donc, pour l'instant, à défaut d'avoir un budget conséquent pour dérouler, n'est-ce pas, les activités, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de solliciter, n'est-ce pas, les partenaires techniques et financiers pour nous appuyer dans ce sens-là. Et nous espérons, parce que, justement, l'objectif de ce projet-là, c'est de voir l'état des lieux. On vient d'avoir des chiffres
qui sont quand même parlants. Vous voyez que sur 8500 nouveaux-nés que nous avons dépistés, nous avons environ 13% de porteurs et nous avons une cohorte de près de 115 nouveaux-nés qui ont été dépistés malades. Et donc, c'est dire que vraiment c'est une réalité. Et nous allons présenter, n'est-ce pas, ces différents travaux, n'est-ce pas, à notre ministère de tutelle pour espérer que nous puissions, n'est-ce pas, avoir les moyens nécessaires pour aider les malades à être dépistés. Mais il y a un aspect important qui est le volet législatif. Voilà, ce volet législatif qui est un volet dont nous avons discuté au cours de ce projet pour voir dans quelle mesure il serait intéressant que nos législateurs puissent prendre des décisions en termes de loi pour permettre à ce que les gens se fassent dépister de façon systématique pour éviter, n'est-ce pas, la naissance des enfants drépanocytaires. Tout ça, ce sont des politiques qu'il va falloir y réfléchir. Et nous sommes assistés par le ministère de la Santé et on espère que d'ici quelques mois, on pourra prendre des décisions très fortes. D'accord. Alors c'est une question ouverte. Vous avez parlé de citer certains pays. Donc où est-ce que la Côte d'Ivoire se situe par rapport à la maîtrise donc, de ce problème de santé publique, et puis quels sont les pays qu'on peut citer en exemple, et puis quel est l'exemple que l'on pourrait suivre également? Alors, je voulais quand même, avant de répondre à votre question, rappeler quand même que lorsqu'on parle de drépanocytose, dans environ 30 ans en arrière, c'était la Côte d'Ivoire qui était au devant. Parce qu'il y a des noms tels que le professeur Cabane, le professeur Sangaré, qui se sont battus pendant longtemps, qui étaient les pionniers, n'est-ce pas, de la drépanocytose, aussi bien en Afrique. Et après, lorsqu'il y a eu, n'est-ce pas, les déclarations en 2006 et en 2008 pour que cette maladie soit reconnue comme un problème de santé publique, du fait de la crise militaro-politique qui était dans notre pays, nous n'avons pas pu avoir, n'est-ce pas, les moyens nécessaires, n'est-ce pas, pour faire avancer les choses. Et si bien que nous sommes un peu en retard par rapport à d'autres pays. Et les pays anglophones sont très en avance dans les pays africains, notamment nous avons la Tanzanie, nous avons le Nigeria, le Ghana, nous avons également l'Afrique du Sud. Et récemment, j'étais à Abuja, au Nigeria, lors du congrès mondial de la drépanocytose. On a vu que dans les pays anglophones sont très avancés. Au niveau des pays francophones, nous sommes aussi en arrière, où nous avons le Mali, n'est-ce pas, qui est très avancé dans la lutte, le Burkina Faso, le Sénégal, et le Cameroun aussi également, qui avance aussi également, et la RDC qui avance. Et donc nous espérons que grâce à cette émission... Quand vous dites qu'ils avancent, oui, ce sont des... Ils ont des programmes dédiés. L'État, l'État, n'est-ce pas? Voilà, l'État a pris la chose en main. Et l'État a mis en place, n'est-ce pas, un budget alloué, n'est-ce pas, à la drépanocytose. L'État a décidé de mettre en place un programme dédié strictement à la drépanocytose, à l'instar du paludisme, à l'instar, n'est-ce pas, du VIH-Sida. Voilà. Donc nous espérons que d'ici quelques instants, on aura quand même... la Côte d'Ivoire pourra, n'est-ce pas, se placer au niveau, n'est-ce pas, des autres pays. Des autres pays. Alors, professeur Lasme Guilao, quand un adulte vient se faire dépister, quelles sont ses chances de pouvoir vivre décemment et quelle est l'espérance de vie? Et lorsque malheureusement il est porteur donc? Généralement, quand c'est un adulte qui vient se faire dépister, c'est que, bon, déjà, il est adulte, il a quand même vécu suffisamment, c'est qu'il n'est pas... Il y a très peu de chances qu'il soit homozygote, c'est-à-dire double. Parce qu'en ayant vivre avec le double trait jusqu'à 40-50 ans, c'est pas évident, surtout si vous n'êtes pas suivi. Oui. Mais on a des enfants, Moi, j'ai eu une jeune fille de 20 ans pour laquelle on a fait le diagnostic, tout simplement parce qu'elle avait un retard de croissance, elle était toute petite, et puis surtout, elle avait un retard pubertaire. Elle n'avait pas de signes, elle n'avait pas de seins, elle ressemblait à une petite fille de 10 ans. Donc, on a fait le diagnostic et on l'a adressé aux hématologues. Et pour un adulte qui commençait à faire des complications, lui, effectivement, il faisait des complications, mais il n'avait jamais été dépisté. Le diagnostic a été fait aussi, mais il a une bonne vie. Il faut être suivi, il faut être éduqué, et puis il faut se prendre en charge. D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose avant que je... Non, je voulais ajouter quelque chose pour dire, en matière d'espérance de vie, je pense que lorsqu'on compare l'espérance de vie des enfants drépanocytaires en Afrique, au sud du Sahara, et puis ceux qui sont aux États-Unis, on voit qu'il y a une inversion de la pyramide. C'est-à-dire que de plus en plus, aux États-Unis, par exemple, l'espérance de vie des drépanocytaires se rapproche de celui du sujet sain. Parce qu'il y a des progrès importants, il y a eu des financements vraiment conséquents pour la prise en charge des enfants drépanocytaires dès le bas âge.
Et à côté de cela... Des progrès importants, ça veut dire quoi? Que la médecine a évolué par rapport au traitement? A évolué parce que justement, il y a eu 5 piliers, n'est-ce pas, de la prise en charge qui ont été, n'est-ce pas, très déterminants dans l'amélioration de l'espérance de vie. D'abord, il y a d'abord ce qu'on appelle le dépistage néonatal. Il y a la mise en place de façon précoce d'une pénicillinothérapie préventive. C'est-à-dire que lorsqu'on l'enfant naît, on le met sous pénicilline pendant longtemps, qui permet, n'est-ce pas, de lui éviter les infections. Il y a le Doppler transcrânien, qui est une technique importante qui permet, n'est-ce pas, de prédire les complications chez les enfants drépanocytaires. Il y a la transfusion et il y a une nouvelle molécule qu'on appelle l'hydroxyurée, qui est un élément qui est quand même très intéressant, qui a permis, n'est-ce pas, d'apporter un gain significatif en termes d'espérance de vie des drépanocytaires. Juste pour dire qu'aujourd'hui, lorsque les moyens financiers ça nous est accessible. Voilà. Lorsque les moyens financiers sont mis en place et que l'enfant est dépisté précocement et suivi à vie, le drépanocytaire a une espérance de vie qui est superposable à celle du sujet sain. Mais tout est une question d'organisation. Ça, c'est l'excellente nouvelle, ça. Oui, ça, c'est tout à fait superposable à l'espérance de vie d'un sujet sain. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, professeur Dassé, la phase 2, on y arrive donc de ce projet-là. Comment vous l'envisagez? C'est vrai, merci. Avant de répondre, donner un élément de réponse à cette question, je voulais juste compléter ce que le professeur Kofi a dit par rapport aux autres pays qui sont avancés. Il y a certes les programmes, mais en même temps, ils ont des centres de référence, je pense. Voilà. Et ça, c'est un élément très important qui permet vraiment de mettre une organisation dans la prise en charge, dans la recherche, tout. Voilà. Concernant la phase 2, je ne sais pas, cette phase est finie. Je crois que tout a été mis dans les mains du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Voilà, donc ça, c'est maintenant l'État qui décide, voilà, je pense. C'est l'État qui décide. D'accord. On va à présent aborder donc la troisième partie de cette émission. Nous allons parler des perspectives. En ce qui concerne les perspectives, j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que ce ne serait pas opportun qu'il y ait, par exemple, un texte de loi qui puisse interdire certains mariages lorsqu'il y a ce genre de problème? Est-ce que vous pensez que c'est des solutions qui ont déjà été appliquées ailleurs? Quand vous nous parlez de modèles que l'on pourrait suivre ou bien qui ont réussi à maîtriser les choses, est-ce qu'il n'y a pas des solutions assez drastiques comme ça pour que les gens prennent vraiment conscience? Est-ce que ça existe? Alors, je pense qu'il y a une notion importante qu'il faut retenir. On va vous parler de la liberté de choix, la liberté de vie et tout ça. Nous, en tant que médecins, nous ne sommes pas des juges pour interdire des couples à risque de se mettre ensemble. Nous sommes des conseillers. On peut leur dire, écoutez, vous mettez ensemble, il y a un risque que vous encourez de mettre au monde des enfants drépanocytaires, et c'est eux qui décident. Moi, je vous donne un exemple simple. Il y a des familles que j'ai suivies, des couples que j'ai suivis dans une grande clinique de la place, et qui avaient, eux, décidé, n'est-ce pas, de choisir l'interruption de grossesse, par exemple. C'est-à-dire que lorsque on se rend compte que l'enfant qui va naître sera drépanocytaire, ils ont choisi librement de faire l'IVG. Donc, on ne peut pas vraiment, en tout cas, pousser les gens mais par contre, on peut avoir quand même des décisions qui peuvent aider, n'est-ce pas, par exemple, je vous donne un exemple simple. Dans la religion musulmane et dans la religion vraiment chrétienne catholique, dans le bilan prénuptial, eh bien, le dépistage de la drépanocytose est inclus dans ce bilan prénuptial. Et ça, c'est vraiment connu. Maintenant, entre ce qui est inscrit et l'appliquer, c'est autre chose. Voilà, parce que justement... Donc les recommandations sont faites. Oui, elles sont faites. Non, elles sont faites. Voilà, même dans le bilan prénatal, chez toutes les femmes enceintes, dans le bilan prénatal, on fait le test de l'hémoglobine. Voilà, donc maintenant, l'idéal peut-être c'est de faire une loi, c'est de légiférer sur cette décision-là. Maintenant, une fois que la loi existe, est-ce que la loi doit être une loi vraiment incisive? Là, on ne sait pas, parce que les défenseurs des droits de l'homme et de la liberté d'expression vont là vous dire, écoutez, non, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, moi, je pense que là où on peut agir, c'est dans la sensibilisation et dans le dépistage. Et puis, dans le fait que vraiment, de faire comprendre aux gens qu'on peut éviter d'avoir une progéniture vraiment dépourvue de drépanocytose. Je vous donne un exemple. J'ai dû faire un séminaire avec les étudiants de médecine. Et je leur ai dit toujours que vous êtes encore jeunes, vous n'avez pas encore choisi
C'est-à-dire que vous avez le choix de décider de l'avenir de vos enfants, de décider d'avoir une descendance dépourvue de drépanocytose. Donc, étant donné que vous n'êtes pas encore amoureux, vous êtes encore raisonnable. Voilà. Et donc, dépistez-vous. Et puis, avant de vous mettre ensemble, soyez raisonnable pour que vraiment il soit déjà tard. Parce que lorsque l'amour s'installe, la raison disparaît et vous voyez que les dégâts apparaissent après. D'accord. Alors, professeur Lasme Guilao, est-ce qu'il faut généraliser le dépistage des adultes? Et concrètement, comment ça peut se passer? Un dépistage systématique. Si on fait l'idéal, c'est que chacun connaisse son statut. Aujourd'hui, avec le permis, on fait le groupe sanguin. Est-ce que ce serait peut-être pas possible de coupler l'électrophorèse de l'hémoglobine? L'idéal, vraiment, c'est que chacun puisse avoir son électrophorèse. Pour les enfants, si on n'a pas pu faire un dépistage néonatal dans les premières semaines de vie, qu'on puisse, au moins vers 6 mois, 1 an, faire le dépistage. C'est important. Tout en sachant que plus le dépistage est fait tôt, plus la qualité de vie est meilleure. Donc faire un dépistage très tôt, éduquer. Vraiment, j'insiste sur l'éducation parce que moi, le projet de loi, je n'y crois pas du tout. On ne peut pas, il y a la liberté de choix, il y a les droits de l'homme. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'épouser celui que j'ai choisi. Mais il faut que je choisisse et que je décide en tout état de cause. J'ai décidé de me marier avec quelqu'un qui a un trait drépanocytaire comme moi. Je sais que je suis à risque. 25% d'enfants qui seront drépanocytaires majeurs avec toutes les complications que ça implique. Donc on ne pourra pas dire que la loi sera coercitive, on n'a pas le droit. Je pense qu'on n'a pas le droit, mais il faut que les enfants, dès le plus bas âge, soient éduqués. Tu n'épouses pas quelqu'un comme toi. Et souvent, les enfants qui sont de fratrie avec des drépanocytaires majeurs ont vu la souffrance des parents. Ils ont vu la souffrance de leurs frères ou de leurs sœurs. Souvent, ce sont des enfants qui se disent « Moi, je ne veux pas souffrir ce que mes parents ont souffert. Je ne veux pas me marier avec quelqu'un qui a ma maladie. » Et ça, c'est vraiment le point de départ sur lequel il faut insister. Parce que faire le dépistage de l'adulte, ça ne changera pas grand-chose, alors que le dépistage de l'enfant qui vit avec ça et qui sait qu'il ne doit pas, réglera beaucoup de problèmes. Mais le dépistage de l'adulte qui se met sous traitement, ça ne changera pas grand-chose, pourquoi? Non, le dépistage de l'adulte, en fait, il ne devra pas se marier avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui est AS comme lui, parce que généralement, les AS, on a eu des AS qui faisaient d'énormes crises, mais généralement, un AS vit tout à fait normalement. Il n'a pas de problème. Mais il faut absolument qu'il sache qu'il est AS pour ne pas se marier avec quelqu'un qui est AS. Alors, quand on parle de drépanocytose, des fois, le retour, c'est de la stigmatisation. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui aurait cette maladie-là serait stigmatisé et en quoi est-ce que c'est handicapant, par exemple, dans le cadre du travail, au point où le fait de le dire ou de le savoir pourrait lui créer des problèmes au travail? Bon, compte tenu des maladies, enfin des pathologies que le drépanocytaire peut avoir, avec toutes les complications qu'il peut avoir, il y a une certaine fatigabilité, l'anémie, les crises peuvent occasionner un absentéisme professionnel, beaucoup d'arrêts de maladie qui vont compliquer la dynamique au travail. Donc on a vu des drépanocytaires majeurs qui ont été obligés soit d'arrêter de travailler, soit de travailler à mi-temps si c'était possible. Et pour ceux qui ont les moyens, il y en a beaucoup qui sont partis. Parce que la qualité de vie, je ne sais pas si c'est le suivi, ce qui est sur la qualité de vie du drépanocytaire majeur est meilleure dans les pays industrialisés. Donc pour beaucoup, ceux qui ont les moyens sont partis. Ceux qui n'ont pas les moyens, parfois, se retrouvent sans travail, parce que je suis toujours malade, je suis toujours hospitalisée. Et donc souvent, les gens n'aiment pas qu'on sache qu'ils sont malades. Déjà ici, on n'aime pas trop ça, qu'on sache qu'on est malade. Et si on est malade et qu'on est tout le temps absent, ça peut, vis-à-vis de l'employeur, créer des problèmes. D'accord. Docteur Soro, alors, est-ce que ce ne serait pas opportun qu'il y ait une certaine éducation depuis l'école, par exemple? Vous qui avez mené beaucoup d'actions de terrain. Oui, effectivement, comme le professeur Kofi et le professeur Las m'ont dit, je pense que
plus on sait tôt qu'on est malade, ça va changer un peu l'habitude de vie et puis améliorer la qualité de vie. Donc, organiser des campagnes de sensibilisation au niveau des écoles primaires, c'était franchement l'un de nos objectifs, mais malheureusement qui n'a pas pu se faire à cause de l'emploi du temps scolaire. On n'a pas pu avoir les autorisations nécessaires à temps avant la fin du projet. Mais c'est prévu pour l'éventuelle phase 2. Sinon, l'idéal, c'est de commencer à faire la sensibilisation dès le bas âge, de sorte à ce que je connaisse mon statut. Et quand je grandis avec, je sais qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire pour ne pas avoir de descendance drépanocytaire. Donc, c'est un point très essentiel aussi de la sensibilisation. D'accord. Alors, quand on parle de campagne, professeur Dassé, quand on parle de campagne, comment idéalement vous imaginez une stratégie de communication à cette phase 2? Bon, on parle bien de la phase 2. Comme je le dis, on a fini avec le projet. La phase 2 revient donc au programme qui fera sa stratégie. Pour ma part, je l'ai dit, ce que nous avons constaté au cours de ce projet, le message est suffisamment passé, ça clairement, avec la stratégie que nous avons employée, à savoir la communication grand public, naturellement, tout ce qui est sport et autres, ça clairement. Donc il faut peut-être continuer dans ce sens-là, d'accord? Voilà. Quoi qu'il en soit, nous, on reste toujours à disposition si nous sommes sollicités. D'accord. Alors, ce que je voulais vous demander également, c'est dans les étapes suivantes, quelle pourrait être la stratégie pour se déployer sur l'ensemble du territoire? Quelles seraient, par exemple, les régions que vous allez pouvoir favoriser, par exemple? Bon, écoutez, l'Abidjan aujourd'hui, c'est un panache, d'accord? Je dis toutes les régions s'y trouvent aussi. Sinon, à l'analyse des chiffres que nous avons donnés, il faut quand même aller dans les points où la prévalence est assez élevée. D'accord? Le nord-est, tout cela, d'accord? Pour remédier les mêmes stratégies que nous avons effectuées lors de ce projet-là. D'accord? C'est un peu ça. Abidjan, ça, on le sait, bon, on continue avec la même stratégie, clairement, mais c'est beaucoup plus dans les coins, dans les régions où la prévalence est, pour ma part, vraiment assez élevée. Il faut agir. D'accord. Alors, je rappelle votre titre, chef du projet dépistage. Alors, si vous avez des choses à améliorer dans le programme, ce seraient lesquelles? C'est responsable du volet dépistage, je préfère encore. D'accord? Alors, pour améliorer, effectivement, je pense que d'abord, il faut retenir clairement le test qui a été utilisé. On a utilisé plusieurs tests, d'accord? Mais ce test que finalement on a utilisé, le test de dépistage rapide, est un test qui répond sur tous les plans, d'accord, aux normes du dépistage. Donc pour moi, il faut déjà, dans ce programme stratégique, il faut l'inclure tout de suite, vulgariser. D'accord? Je ne suis pas en train de... Je n'ai pas de conflit d'intérêt dans ce sens, mais pour moi, il répond au plan santé publique à tous les critères. Donc, il faut l'implémenter tout de suite sur l'étendue du territoire. Ça... Mais c'était au choix? Je veux dire, vous avez choisi ou bien c'est tout ce qui existe comme genre de dépistage? Oui, en fait, on est allé d'abord avec un test qui avait une sensibilité, mais qui nous a causé un peu quelques soucis, d'accord? Qui, en termes de facilité, de rapidité et de délai de rendu, c'était un peu difficile. D'accord? Donc, le professeur Kofi a analysé, il a dit, bon, on prend un test le plus simple possible. Et il se trouve qu'au plan international, ce genre de tests répondent bien. On a essayé, et on a comparé, mais ça marche très bien. Donc, pour moi, pour la suite, dans un cadre, le programme stratégique, les plans stratégiques, il faut l'implémenter au plan national. Ça va nous permettre
d'avoir des chiffres corrects toujours, d'accord? Voilà. Ça, tout le monde adhère à ça, que ce soit le patient, que ce soit l'agent de santé. Quand vous dites l'implémenter au plan national, ça veut dire que toute personne vivant sur le territoire doit systématiquement se faire dépister. Non, enfin, systématiquement, c'est qu'on veut, c'est le maximum, naturellement. D'accord. Mais je veux dire, dans les centres, d'accord, c'est un test qu'on peut utiliser facilement, d'accord, voilà. Que ce soit en systématique ou en ciblé, d'accord, ciblé, c'est-à-dire s'il y a un signe d'appel, un facteur d'appel, d'accord, on peut déjà l'utiliser ça tout de suite, d'accord, avant de faire la confirmation. Et ça, c'est important. D'accord? Allez-y. Voilà un peu ce que je veux dire à ce stade-là. D'accord. Très bien. Alors, professeur Lasme Guilao, donc pédiatre, chef du volet prise en charge des nouveau-nés dépistés, chef du service pédiatrie et néonatologie au CHU de Yopougon. Après cette expérience sur cette période-là, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience et qu'est-ce que vous auriez aimé pouvoir améliorer pour la suite du projet? Ce que je retiens, c'est que ça a été une expérience, je dirais, passionnante, parce que ça nous a permis déjà de voir le frein sur le plan culturel. On a des enfants, on a appelé des parents, parce que l'enfant a été dépisté positif. On a eu des parents qui nous ont, je dirais, refoulé complètement, qui ont dit non, c'est pas possible. C'était une fin de non-recevoir. Donc, le taux de perdu de vie était très important. Ils sont dans le déni? Pourquoi Ils sont dans le déni tout simplement parce que le nouveau-né n'est pas malade. Il a été dépisté parce qu'on est rentré dans la, comme on dit, dans la biologie fine, mais il n'est toujours pas malade. Donc, comment expliquer à un parent qui n'est pas malade, mon mari n'est pas malade, je ne suis pas malade, et vous m'appelez pour me dire que mon enfant qui est né a une, comme ils disent, une grosse maladie comme ça, que si on ne le soigne pas, il va... C'est faux. Donc, automatiquement, à la limite, on raccroche. Il y a des parents qui écoutent, qui disent « Ok, on va venir pour le suivi », et qui ne viennent pas, qu'on rappelle, mais qui disent non, finalement. Et il y a quelques personnes qui acceptent de venir et puis pour lesquelles on fait le suivi, on leur explique, parce que la consultation, c'est vraiment, on vous fait l'annonce, c'est vrai, mais on vous explique pourquoi, d'où vient cette maladie, et puis quelles sont les perspectives, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va traiter, et comment on va suivre cet enfant. Donc, ce n'est pas une consultation qu'on vient, on examine et puis bon, au revoir. C'est vraiment, il y a tout un volet éducationnel dans cette consultation qui était vraiment, qu'on a affiné au cours des consultations. Et je pense que cette éducation qu'on a fait au cours de nos consultations peut être implémentée systématiquement dans toutes les consultations. Alors, vous êtes des éminents professeurs sur ce plateau et j'en suis honorée, mais quel lien est-ce que l'on peut faire avec la médecine traditionnelle, par exemple, la pharmacopée, en ce qui concerne le traitement de la drépanocytose? La médecine traditionnelle, nous, on utilise beaucoup, on voit beaucoup d'usagers de la médecine traditionnelle dans notre service, parce que tous les enfants ont un collier pour la fontanelle, tous les enfants ont un collier pour le plaie de ventre, tous les enfants ont un collier pour les saletés, enfin, il y a plein de choses. Et ils ont des comment dirais-je, des mixtures, ils ont des canaries, mais jamais on a entendu parler de médicaments traditionnels, pour le nouveau-né en tout cas, pour la drépanocytose. Parce que je pense que dans l'imaginaire des populations, la drépanocytose, ce n'est pas une maladie en tant que telle. C'est l'enfant qui manque de sang, c'est l'enfant qui a la bosse, donc qui ne grandit pas. Il y a l'enfant qui s'effraie. Il s'effraie? Oui, on dit qu'il s'effraie. D'accord. Il y a l'enfant qui a la maladie de Oiseau, parce qu'il convulse. Mais il n'y a pas la drépanocytose en tant qu'entité. D'accord. Donc je pense que sur ce plan-là, il n'y a pas tellement de médicaments traditionnels, ou même de colliers, ou même je dirais, de cataplasmes
comme on dit, les kaolins qu'on met un peu sur les enfants, il n'y en a pas pour la drépanocytose. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a ce problème dans la famille, la solution ne viendrait pas de la médecine traditionnelle, parce que quand on vous raccroche au nez en disant c'est pas possible, nous tous on va bien, je pense que les personnes se disent on va aller on va aller un peu au village, on va laver l'enfant. Non, et puis... ils ne pensent même pas aller au village puisque ça n'existe pas. D'accord. On ne parle pas de maladie, donc il n'y a pas de traitement. D'accord. Et tous les volets, toute la médecine traditionnelle à caractère préventif, la drépanocytose ne rentre pas dedans. D'accord. En tout cas, les signes qui composent la drépanocytose ne rentrent pas dedans. Très bien. Alors, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Je vais vous demander faire un dernier tour de table, et puis notamment, ce sera l'occasion pour le plaidoyer, n'est-ce pas? Donc, je vais commencer par vous. Docteur Soro, quelles seraient vos perspectives et votre mot de fin? Pour mon mot de fin, ce que moi, je souhaiterais, c'est qu'il y ait, dans le thème de projet de loi, vu que le projet de loi pour, par exemple, interdire les mariages, c'est pas faisable, je pense qu'il serait intéressant de faire un projet de loi qui va permettre de faire un dépistage systématique des enfants dès la naissance. Oui. Je pense qu'il faudrait que ça soit implémenté en Côte d'Ivoire. Et puis aussi, mes perspectives, surtout pour la phase 2 du projet, ce serait de mettre beaucoup plus l'accent sur la sensibilisation, notamment la sensibilisation média. Parce qu'au cours des 3 années d'activité, on s'est rendu compte qu'au niveau des médias, on avait la possibilité de toucher beaucoup plus de personnes avec les pages des réseaux sociaux ou bien même des plateaux télé, radio et tout. Donc de mettre beaucoup l'accent sur ça. Aussi sur la formation, surtout du personnel médical pour pouvoir décentraliser un peu la prise en charge de la drépanocytose qui jusqu'à présent était beaucoup plus centralisée au niveau d'Abidjan où on retrouvait les spécialistes. Donc pouvoir organiser des formations continues du personnel soignant, même des infirmiers, des étudiants en doctorat de médecine ou bien même des personnes qui sont déjà médecins, organiser des campagnes de formation continue pour ces personnes-là pour pouvoir décentraliser la prise en charge de la drépanocytose. Je pense qu'on devrait beaucoup plus se focaliser sur ces points-là. Très bien. Je remercie. Merci. Professeur Dassé Romuald. Je vous remercie déjà pour cette émission. Pour ma part, j'attends de ce projet, naturellement, les objectifs qui étaient donc en vue, savoir, effectivement, c'est dans le pipeline, naturellement, c'est-à-dire le plan stratégique. Voilà. Pour moi, donc c'est d'accord, un début des plaidoyers, mais il faut d'abord que vraiment ce plan stratégique soit mis en route. Et que ça aboutisse après à la construction d'un centre de référence. D'accord, qui est appelé vraiment de tous nos voeux depuis très longtemps et qui peut, d'accord, je vais dire, remplir beaucoup d'émissions. D'accord, voilà déjà ça. Le reste, je pense qu'on ajoute à cela la sensibilisation, la formation, d'accord, pour les perspectives, ça c'est sûr. D'accord, mais dans l'immédiat, pour moi, l'élément essentiel tout de suite, cet objectif-là, il faut que vraiment, voilà, ça soit vraiment atteint. Voilà. C'est entendu. Professeur Nasme Guilao. Moi, je dirais le maître mot, c'est le dépistage. Qu'on puisse faire un dépistage néonatal systématique. Si on n'a pas pu faire le dépistage néonatal, que devant tout signe d'anémie, de douleur, d'infection osseuse qui ne guérit pas, enfin tout signe suspect puisse amener le personnel de santé à faire une électrophorèse de l'hémoglobine. Si ça n'a pas été fait, qu'on puisse faire des dépistages au cours du bilan prénatal, parce que vous voyez que tout ça, c'est bien avant la grossesse. Donc, au cours du bilan prénatal, essayez aussi de faire un dépistage, sinon obligé à faire le dépistage. Et pour les hommes, à la limite, au niveau du bac, avant toute transfusion déjà, pour quel que soit le sexe, normalement, on doit faire une électrophorèse de l'hémoglobine. Je ne peux pas transfuser un enfant, une femme enceinte ou même un accidenté de la voie publique sans avoir au préalable fait son groupe, sa numération
et son électrophorèse. Donc je pense qu'il y a beaucoup de moments où on peut saisir l'opportunité de faire une électrophorèse de l'hémoglobine. Et puis éventuellement, pourquoi pas, pour des hommes tout à fait sains ou des femmes tout à fait saines qui n'ont pas eu l'opportunité d'être dépistés, de pouvoir avoir un dépistage de cette hémoglobine-là qui nous permettrait de réduire drastiquement la naissance d'enfants homozygotes. Je vous remercie. Professeur Kofi Gustave. Moi, je voulais terminer pour dire merci à la RTI de nous permettre, n'est-ce pas, de porter la voix des sans-voix. Et je voulais insister sur le plaidoyer, parce que, vous savez, le projet de Drepassi a permis de nous donner la lumière de ce que on peut, n'est-ce pas, on peut implémenter, n'est-ce pas, un projet qui pourrait respecter la pyramide sanitaire. C'est-à-dire que vous voyez que nous sommes allés au bas niveau de l'échelle, au niveau des centres de santé périphériques, on a formé des gens, et ceux-là vont faire le dépistage, et les malades dépistés remontent progressivement au niveau de la hiérarchie. Et nous avons pu, grâce à ce projet, rédiger le plan national stratégique. Dans ce plan, nous avons toutes les données qu'il faut, n'est-ce pas, pour implémenter un tel projet. Aujourd'hui, ce plan est sur la table du ministre de la Santé. Nous attendons qu'il soit signé, qu'il soit mis en application. L'autre aspect également, nous avons pu rédiger les directives nationales, les recommandations nationales pour harmoniser, n'est-ce pas, la prise en charge des patients drépanocytaires. Et je voulais terminer pour dire que tout cela ne peut être possible que lorsqu'il y a un centre de prise en charge de la drépanocytose. Vous voyez, par exemple, avant 2019, oui, j'ai conclu, en 2019, le CHU de Bourg a été fermé. Nous avions un service d'hématologie qui renfermait près de 14 000 patients drépanocytaires qui étaient fichés. Et depuis cette date-là, la fermeture du CHU, nous n'avons pas encore retrouvé notre service. Donc nous plaidons pour que vraiment le plus tôt possible, nous ayons notre service afin que ces malades drépanocytaires puissent être pris en charge de façon optimale. Je vous remercie. Nous sommes au terme de cette émission. Nous remercions donc le professeur Kofi Gustave, le professeur Dassé Romuald, le professeur Lasme Gilawe Evelyne et le docteur Soro Nandjouo. Alors, la lutte contre la drépanocytose ne se joue pas seulement dans les hôpitaux, elle se joue aussi dans les familles, les écoles, la communauté. Le projet Drepassi a ouvert une voie prometteuse, certes, avec le soutien de partenaires engagés. Il mériterait aujourd'hui d'être prolongé, élargi et repris par l'État lui-même. Madame, Monsieur, infiniment merci de nous avoir suivis et puis bonne suite de programme sur la RTI.